Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'avenue des Champs-Élysées brillait sous le soleil du matin de septembre, ses gratte-ciel, de verre reflétant la lumière, comme d'immenses miroirs pointés vers le ciel. Parmi eux, l'hôtel de Crillon se distinguait, non seulement par son architecture imposante, mais aussi parce qu'il abritait le siège de l'empire financier de François Mercier, l'homme qui, à 45 ans, avait déjà conquis plus que beaucoup, ne pourrait accomplir en plusieurs vies. François ajusta sa montre en platine à son poignet, tout en descendant de sa Porsche noire qu'il avait garée devant l'immeuble. C'était son rituel matinal. Arriver avant tout le monde, observer son entreprise s'éveiller comme un royaume sous son commandement. D'un pas ferme et le menton relevé, il traversa le hall principal, où le gardien l'attendait déjà avec un geste respectueux. « Bonjour, monsieur Mercier », dit l'homme, ouvrant la porte qui donnait accès aux ascenseurs exclusifs. François répondit simplement par un mouvement presque imperceptible de la tête. Pour lui, ceux qui le servaient étaient comme les pièces d'un mécanisme plus grand, nécessaire mais remplaçable. Dans son bureau au dernier étage, la ville de Paris s'étendait comme un tapis à ses pieds. De là, il pouvait contempler ce qu'il considérait être le résultat de son génie dans les affaires. Une métropole où seuls les plus forts, les plus intelligents et les plus impitoyables survivaient. « Monsieur, votre première réunion. »« J'ai été avancé à 9 heures, » annonça Sophie, son assistante exécutive, en entrant dans la pièce avec un agenda méticuleusement organisé et une tasse de café colombien premium. « Et qui a décidé cela sans me consulter ?» demanda-t-il sans détourner son regard de la fenêtre. C'était une demande de M. Dubois. Il a dit qu'il avait un engagement urgent plus tard et qu'il devait ajuster l'horaire. François se tourna lentement, un sourire froid se dessinant sur son visage. « Appelez-le. Dites-lui que la réunion reste à l'heure initialement prévue. S'il ne peut pas y assister, nous trouverons certainement une autre entreprise intéressée par notre investissement. » Sophie hésita un instant, mais acquiesça et sortit rapidement. François savait qu'il était cruel, mais le monde des affaires n'était pas un lieu pour les sentimentalismes. Dubois devait comprendre à qui il avait affaire, un homme qui dictait les règles et ne les suivait pas. Né dans une famille de classe moyenne dans la campagne normande, François avait bâti son empire à partir de rien. Ou du moins, c'était l'histoire qu'il aimait raconter. Il omettait commodément que son premier investissement significatif provenait d'un héritage d'un oncle éloigné et que ses connexions avec des politiciens influents lui avaient ouvert des portes qui restaient à fermer pour d'autres. Pour lui, ce n'étaient que des outils qu'il avait su utiliser mieux que les autres. Son smartphone vibra dans sa poche. C'était Camille, sa troisième épouse, 20 ans plus jeune, mannequin, internationale qui avait abandonné les podiums pour devenir Madame Mercier. Le mariage, pour François, était une acquisition réussie de plus. Camille complétait son image d'homme puissant, avec sa beauté éblouissante et sa jeunesse. « Je ne peux pas parler maintenant », dit-il sèchement en répondant. « Je suis sur le point d'entrer en réunion. Mais François, nous devons décider pour la fête d'anniversaire de ton fils, Thomas est. Envoie un email à Sophie avec les détails. Elle s'en occupera, » interrompit-il, terminant l'appel sans attendre de réponse. Thomas, son fils de 10 ans issu de son second mariage, était presque un étranger pour lui. François rationalisait son absence comme nécessaire. Il construisait un empire que le garçon hériterait un jour. Le temps pour les liens affectifs viendrait plus tard, quand il aurait atteint tout ce qu'il ambitionnait, bien que ce moment semblait toujours se déplacer vers un avenir lointain. À 11 heures, après 3 réunions consécutives où il avait démontré pourquoi il était considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus redoutés du pays, François décida de faire quelque chose d'inhabituel. Il congédia son chauffeur et choisit de marcher quelques pâtés de maison jusqu'au restaurant où il déjeunerait avec un investisseur étranger potentiel. Il voulait sentir le pouls de la ville, observer les rouages mineurs qui faisaient fonctionner le système. Au coin de la rue de Rivoli et des Champs-Élysées, alors qu'il attendait que le feu passe au vert, son regard capta quelque chose qui détonnait dans le paysage urbain et sophistiqué. Un petit stand improvisé où une dame aux cheveux gris proposait ce qui semblait être du thé artisanal dans de petits gobelets jetables. La scène l'intrigua non par sa nouveauté, les vendeurs ambulants étaient communs à Paris, mais par
L'obstination de cette femme à essayer de survivre sur l'un des mètres carrés les plus chers d'Europe occidentale. Le feu passa au vert, mais au lieu de poursuivre son chemin, François se sentit étrangement attiré par la scène. Il s'approcha, Dustan, observant les passants pressés qui remarquaient à peine l'existence de la dame. Elle devait avoir dans les 70 ans, peut-être plus, avec des marques profondes sur le visage, qui racontèrent des histoires que François ne pouvait déchiffrer. Ses mains, marquées par le temps et le travail, arrangeaient de petits sachets d'herbes et d'épices, avec un soin presque révérentiel. « Monsieur, aimerait-il goûter un thé ?» demanda-t-elle, remarquant sa présence. Sa voix avait un accent du sud, probablement provençal ou corse. François ne répondit pas immédiatement. Il observa la simplicité de l'arrangement, une table pliante, quelques gobelets jetables, une bouteille thermos qui avait connu des jours meilleurs, et une variété surprenante d'herbes dans de petits pots étiquetés à la main. « Combien ça coûte ?» demanda-t-il finalement, plus par curiosité que par intérêt réel pour le produit. « 5 € le petit verre, 10 le grand. Mais pour vous qui me semblez avoir particulièrement besoin d'un moment de pause, le premier est offert, » répondit-elle, avec un sourire qui transforma complètement son visage ridé. François ressentit un mélange de surprise et d'indignation. Cette dame manifestement en situation précaire, lui offrant la charité? L'ironie de la situation le fit presque rire, lui qui pourrait acheter tout son stock sans même remarquer la différence sur son compte bancaire recevant un thé gratuit. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai besoin d'une pause ?» demanda-t-il, un ton de défi dans sa voix. La dame l'étudia un moment avant de répondre, ses yeux sombres semblaient ne voir au-delà de la façade impeccable de son costume italien. « Les essais. Dieu ne mentent jamais, mon garçon. Les vôtres crient pour un moment de paix. » Quelque chose dans la simplicité de cette observation toucha François de manière inattendue. Il se sentit exposé, comme si cet inconnu avait traversé toutes les barrières qu'il avait construites au fil des années. « Soit j'accepte votre thé, » dit-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Mais je tiens à payer. Combien coûterait tout votre stock ?» La question sortit comme une provocation. Dans son esprit, il était sur le point de montrer à cette femme l'insignifiance de son petit commerce, face à son pouvoir économique. « Vous voulez tout acheter ?» La dame sourit à nouveau sans se laisser démonter. « Et que feriez-vous avec tant de thé? Est-ce important? Je suis prêt à payer. »« Ah, mon garçon, tout dans cette vie n'est pas à vendre. Ces thés ne sont pas seulement des produits. Ce sont des histoires, des remèdes, des moments. » Elle servit un petit verre d'un liquide ambré et le lui tendit. « Essayez celui-ci. Il est spécial. » François prit le verre plus par réflexe que par envie. L'arôme était étonnamment complexe pour quelque chose de si simple. Tout en contemplant le liquide, quelque chose attira son attention. Suspendu, au cou de la dame, partiellement caché par un châle coloré, il y avait un médaillon. À l'intérieur, il pouvait voir ce qui semblait être la photo décolorée d'un jeune homme. François porta le thé à ses lèvres, plus par politesse que par intérêt, s'attendant à sentir une saveur ordinaire qui justifierait sa perception, initiale de ce petit commerce de rue. À sa surprise, le liquide se révéla extraordinairement complexe. Des notes de cannelle et d'anis dansaient avec un fond sucré de camomille et quelque chose qu'il ne pouvait identifier. C'était sans aucun doute supérieur à de nombreux thés coûteux qu'il avait déjà goûtés dans des restaurants de luxe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, incapable de cacher l'étonnement dans sa voix. La dame sourit, ce même sourire qui semblait porter des décennies d'histoires non racontées. « C'est mon mélange spécial. Je l'appelle « Mémoire de Joséphine ». Il contient des herbes des Alpes et de Provence, cueillies au bon moment, séchées comme il faut. Joséphine, comme l'impératrice. Comme ma grand-mère, répondit-elle. Elle m'a appris qu'un bon thé ne se fait pas seulement avec des ingrédients de qualité, mais avec les histoires que vous mettez dedans. François observa la dame avec plus d'attention. Il y avait quelque chose chez elle qui contrastait avec l'image typique d'une vendeuse ambulante. Ses mains, malgré les marques du travail, avaient des mouvements précis et élégants. Sa posture, même devant la simplicité de son stand, portait une dignité qui semblait déplacée dans ce contexte. « Vous ne m'avez pas dit votre nom », commenta François, surpris par son propre intérêt. « Madame Élise Durand », répondit-elle, tendant la main dans un geste simple mais plein de fermeté. « Et vous devez être quelqu'un d'important,
à en juger par le costume et la montre. François hésita un moment avant de serrer cette main. Dans son monde, les contacts physiques étaient calculés, stratégiques, poignées de main qui scellaient des affaires de millions, embrassades protocolaires lors d'événements, caritatifs, baisers froids lors de réunions sociales. Le toucher de Madame Durand était différent, chaleureux, authentique, dépourvu d'arrière-pensée. « François Mercier », répondit-il finalement, sans ajouter ses titres ou réalisations, comme il l'aurait fait normalement. « Mercier », répéta Madame Durand, comme si elle savourait le nom de famille. « Je connais ce nom de quelque part. »« Probablement des magazines d'affaires ou des journaux, » dit François, s'autorisant un moment de vanité. « Mon entreprise est la plus grande du secteur financier du pays. » Madame Durand secoua la tête. « Non, ce n'est pas ça. Ma lecture se limite plutôt aux livres de recettes et aux lettres que mon petit-fils m'envoie de temps en temps. » Ses yeux s'illuminèrent en mentionnant son petit-fils, et instinctivement sa main toucha le médaillon. François remarqua le geste, et mu par une curiosité qu'il ne pouvait expliquer, pointa l'objet. « C'est votre petit-fils sur la photo. » Le visage de Madame Durand se transforma, mélangeant fierté et nostalgie dans une expression que François trouva étrangement touchante. Elle ouvrit le médaillon révélant l'image d'un jeune homme aux traits forts, semblables aux siens, avec un sourire confiant. « C'est mon Nicolas, mon unique petit-fils. Il est à Marseille depuis 5 ans, travaillant comme chef dans un restaurant réputé là-bas. »« Chef ?» François haussa les sourcils, surpris. Ce n'était pas la carrière qu'il aurait attendue du petit-fils d'une vendeuse ambulante. « Oui, et des bons !» La fierté dans la voix de Madame Durand était palpable. Il a commencé par laver la vaisselle dans un restaurant ici à Paris, puis il a gravi les échelons. Il a un talent particulier pour créer des plats avec les ingrédients de notre terroir. Sa voix baissa un peu. Il voulait que j'aille vivre avec lui, mais je n'ai pas voulu quitter Paris. Cette ville peut être dure, mais c'est ma maison depuis 40 ans. Quelque chose dans l'histoire éveilla chez François un souvenir lointain, celui de sa propre grand-mère. Marguerite Mercier avait été une figure constante dans son enfance en Normandie, ses mains toujours occupées à la cuisine, préparant des pâtisseries qu'il vendait pour compléter le revenu familial. Quand François obtint sa première grosse somme d'argent, il pensa à acheter une meilleure maison pour elle, mais découvrit qu'il était déjà trop tard. Marguerite était partie sans qu'il ait même eu le temps de lui dire au revoir, tellement il était absorbé par son ascension professionnelle. « Votre petit-fils vient-il vous rendre visite souvent ?» demanda-t-il, dissimulant l'émotion inattendue que le souvenir de sa grand-mère lui avait apportée. Le sourire de Madame Durand vacilla un instant. « Il est très occupé. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, quand il y a eu un événement. Gastronomique ici, mais nous nous parlons au téléphone aussi souvent que possible, et il m'envoie de l'argent tous les mois. » Elle fit un geste englobant son petit stand. « Je n'ai pas besoin de ça pour survivre, vous savez. Je le fais parce que j'aime ça, parce que ça me maintient active, parce que j'adore voir le visage des gens quand ils goûtent mes thés. » François consulta sa montre, soudainement conscient qu'il était déjà en retard pour son déjeuner d'affaires. N'importe quel autre jour, il aurait simplement laissé quelques pièces et serait parti sans plus de mots. Mais quelque chose le retenait là, pris dans une conversation avec cette dame qui, jusqu'à quelques minutes auparavant, n'existait même pas dans son radar. « Je dois y aller, » dit-il, sortant son portefeuille de la poche intérieure de sa veste. « Combien je vous dois pour le thé ?»« J'ai déjà dit que le premier est offert, » répondit Madame Durand avec fermeté. « J'insiste, » rétorqua François, tendant un billet de 100 €. Madame Durand regarda le billet, puis lui, une expression d'amusement sur son visage ridé. « Vous avez de la monnaie sur 100 €? Parce que moi, je n'en ai pas. » La situation était absurde. Voilà François Mercier, habitué à traiter des millions dans des transactions quotidiennes, empêché de payer pour un simple thé parce que la vendeuse n'avait pas de monnaie. Il rit, un rire sincère qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Gardez. La monnaie alors? Certainement pas. » Madame Durand croisa les bras, résolue. « Je n'accepte pas l'aumône, même des hommes riches. Si vous voulez m'aider, revenez un autre jour et achetez plus de mon thé. Ou mieux encore, parlez-en à vos amis. » La réponse le prit au dépourvu. Dans son monde, tout et tous avaient un prix. L'idée que quelqu'un refuse de l'argent, surtout quelqu'un dans des circonstances apparemment précaires, était
déconcertante. « Alors je vais prendre un sachet de votre thé spécial, » décida-t-il, rangeant le billet de 100 et cherchant un plus petit. « Bon choix, » approuva Madame Durand, sélectionnant soigneusement un sachet en tissu avec des herbes. « Séchez. 2 cuillères pour chaque tasse, laissez reposer 5 minutes, pas plus. Et buvez en pensant à quelque chose de bien, quelque chose qui vous fait sourire. Le thé ressent l'intention de celui qui le prépare. » François paya avec un billet de 20, cette fois accepté sans hésitation, et mit le sachet dans la poche de sa veste. Il était sur le point de prendre congé quand une rafale de vent plus forte secoua le petit stand, menaçant de faire tomber quelques-uns des pots. Instinctivement, il tendit la main pour en retenir un qui était sur le point de tomber. « Merci, » dit Madame Durand, arrangeant rapidement ses affaires. « Le temps change. Quand le vent vient comme ça du sud, c'est signe de forte pluie. Vous devriez avoir une structure plus solide, » observa François, remarquant comment le stand improvisé offrait à peine une protection adéquate. « Cela ne résisterait pas à une tempête. Ah oui, avant j'avais un étal plus grand, plus solide, mais j'ai dû le vendre quand j'ai eu besoin d'argent pour aider mon Nicolas à aller à Marseille. » Elle haussa les épaules, comme si le sacrifice était insignifiant. Ça en valait la peine. Il réalise son rêve. Quelque chose dans la simplicité de cette déclaration toucha François profondément. Voilà une femme qui avait renoncé à son propre confort pour le rêve de quelqu'un d'autre. Dans sa vie, François ne connaissait que le mouvement inverse. Des personnes sacrifiant leurs rêves pour les siens, des employés renonçant à des week-ends en famille pour achever des projets, des associés mineurs acceptant des accords, défavorables pour maintenir leur partenariat. « J'ai une réunion maintenant, » dit-il, tendant la main pour prendre congé. « Ce fut intéressant de vous rencontrer, Madame Durand. » Elle serra sa main avec cette même fermeté surprenante. « Le plaisir était pour moi, Monsieur Mercier, et souvenez-vous, le thé aime les bonnes intentions. » François s'éloigna, plongeant à nouveau dans le courant humain qui coulait le long des Champs-Élysées. Tout en marchant, sa main toucha inconsciemment la poche où il avait rangé le sachet de thé. Quelque chose dans cette brève rencontre avait perturbé l'équilibre méticuleusement construit de sa vie, comme une pierre jetée dans un lac placide, créant des ondulations qui s'étendaient dans toutes les directions. Il arriva au restaurant 15 minutes en retard, quelque chose d'inédit dans sa routine rigoureusement contrôlée. L'investisseur étranger l'attendait déjà, visiblement irrité par l'attente. N'importe quel autre jour, François aurait dominé la situation avec sa présence imposante et son charme calculé. Mais cet après-midi-là, alors qu'il discutait de chiffres et de projections, son esprit vagabondait vers l'image de Madame Durand et son médaillon, vers les histoires non racontées de sa vie, vers le contraste saisissant entre la simplicité de son existence et la complexité du thé qu'elle produisait. Ce soir-là, l'appartement en duplex de François, avec ses 600 mètres carrés dans le 16e arrondissement, semblait étrangement vide. Camille avait laissé un message l'informant qu'elle dormirait chez une amie après un événement caritatif. Thomas était avec sa mère, comme presque toutes les semaines. Les seuls bruits étaient le bourdonnement lointain de la climatisation et le tintement occasionnel des glaçons dans son verre de whisky. Assis sur la terrasse, qui offrait une vue panoramique sur la ville illuminée, François réalisa qu'il n'arrivait pas à se défaire de l'image de Madame Durand. Il y avait quelque chose chez elle qui le dérangeait profondément, non pas à cause de qui elle était, mais pour ce que son existence représentait, un chemin de vie complètement opposé au sien, basé sur des valeurs qu'il avait abandonnées depuis longtemps. Presque sans y penser, il sortit de sa poche le sachet de thé qu'il avait acheté. L'arôme, même contenu par le tissu, évoquait des souvenirs lointains. La cuisine de sa grand-mère en Normandie, le fourneau à bois, les histoires racontées pendant la préparation du petit déjeuner. Des souvenirs qu'il avait rangés dans un compartiment éloigné de son esprit, considérés comme non pertinents pour l'homme qu'il était devenu. Poussé par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, il se dirigea vers la cuisine, un espace qu'il fréquentait rarement dans sa propre maison. Il dut ouvrir plusieurs placards, avant de trouver où la femme de ménage rangeait les ustensiles pour le thé. Il remplit une bouilloire d'eau et la mit à chauffer, suivant les instructions de Madame Durand, avec une précision qu'il réservait normalement aux négociations importantes. Pendant qu'il attendait que l'eau bouille, son smartphone vibra. C'était un message de Jacques Lefebvre, son principal concurrent,
suggérant une conversation discrète sur une possible fusion. La proposition était tentante. Ensemble, ils domineraient complètement le marché, éliminant toute concurrence significative. C'était le type d'opportunité qui, normalement, l'aurait maintenu éveillé toute la nuit, planifiant des stratégies et anticipant les mouvements. Cependant, ce soir-là, quelque chose était différent. Il laissa le téléphone de côté et se concentra sur le rituel du thé. 2 cuillères d'herbes séchées, eau chaude mais pas bouillante, 5 minutes d'infusion. Et comme Madame Durand l'avait conseillé, il essaya de penser à quelque chose de bien pendant qu'il préparait la boisson. Son esprit vagabonda vers un moment presque oublié. Il avait 10 ans et venait de remporter un championnat scolaire de mathématiques. En rentrant à la maison, il avait trouvé sa grand-mère Marguerite qui l'attendait avec un gâteau de maïs fait maison, son préféré. « Je savais que tu y arriverais », avait-elle dit, avec cette certitude inébranlable que seules les grands-mères possèdent. « Tu as le don des chiffres comme ton grand-père l'avait. » Le souvenir était si vif que François pouvait presque sentir l'odeur du gâteau tout juste sorti du four. Quand le minuteur du téléphone indiqua que les 5 minutes étaient écoulées, il servit le thé dans une tasse en porcelaine chinoise qui avait coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. La première gorgée le transporta instantanément de retour au petit stand sur les Champs-Élysées. La saveur était tout aussi complexe, mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas présent dans l'échantillon que Madame Durand lui avait servi. Peut-être était-ce l'eau, peut-être la température, ou peut-être, pensa-t-il avec un sourire ironique, le thé ressentait-il vraiment les intentions de celui qui le préparait. Il emporta la tasse dans son bureau, un sanctuaire d'acajou et de cuir, où il prenait ses décisions les plus importantes. Les murs affichaient des diplômes, des certificats et des photos avec des personnalités influentes, un témoignage visuel de sa trajectoire de succès. Dans un seul cadre, presque caché parmi les autres, il y avait une vieille photographie. François, à 8 ans, aux côtés de ses parents et de sa grand-mère Marguerite devant la petite maison où il avait grandi. En regardant cette image, maintenant tout en savourant le thé de Madame Durand, François sentit une connexion étrange entre les deux femmes. Toutes deux portaient cette même dignité silencieuse, cette force qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Sa grand-mère avait élevé seule 3 enfants après le départ précoce de son grand-père, soutenant la famille avec ses pâtisseries, célèbres dans la petite ville normande. Elle ne se plaignait jamais, ne parlait jamais de difficultés. Elle faisait simplement ce qui devait être fait, avec la même grâce avec laquelle elle servait un café aux visiteurs. Le téléphone portable vibra à nouveau. Cette fois, c'était Sophie, envoyant l'agenda du lendemain. 3 réunions le matin, un déjeuner avec le maire, une visioconférence avec des investisseurs internationaux l'après-midi et un dîner de bienfaisance le soir, le rythme frénétique qui définissait son existence depuis des années. Pendant qu'il lisait les engagements, une idée commença à se former dans son esprit. Elle était absurde, impraticable, complètement en dehors de son modèle normal de comportement. Mais plus il buvait le thé, plus l'idée prenait force jusqu'à ce qu'il se retrouve à taper une réponse à Sophie. « Annuler tous les rendez-vous, jusqu'à midi. J'ai une affaire personnelle urgente. » Il envoya le message avant de pouvoir changer d'avis, sachant qu'il causerait un petit chaos dans la routine méticuleusement planifiée de son bureau. Sophie penserait probablement qu'il était malade ou qu'une urgence familiale était survenue. Il n'annulait jamais de rendez-vous, surtout avec si peu de préavis. Il termina le thé, ressentant une étrange tranquillité. Demain, il retournerait. Aux Champs-Élysées, retrouverait Madame Durand. Il y avait des questions qu'il devait poser, des histoires qu'il voulait entendre. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il sentait que cette rencontre fortuite pourrait être plus importante que toutes les réunions qu'il venait d'annuler. Le lendemain matin, il se réveilla avant l'alarme, chose rare dans sa routine. Le ciel de Paris était encore sombre, avec cette brume caractéristique qui précède l'aube dans la métropole. Il congédia son chauffeur et décida d'aller en métro, une autre décision impensable dans sa routine quotidienne normale. Il voulait sentir la ville, observer les gens ordinaires dans leur routine matinale, expérimenter quelque chose de différent de l'isolement que son statut lui procurait. Le wagon était bondé, les corps pressés les uns contre les autres dans un balai inconfortable qui se répétait à chaque arrêt.
François, dans son costume italien, se démarquait de la foule, recevant des regards curieux et parfois hostiles. C'était comme un poisson hors de l'eau, essayant de nager dans un environnement complètement étranger. Il descendit à la station Concorde et marcha jusqu'à l'endroit où il avait rencontré Madame Durand la veille. Les Champs-Élysées commençaient à s'éveiller, avec les premiers travailleurs pressés traversant les trottoirs et les boutiques encore fermées. Mais en arrivant à l'endroit exact où le petit stand aurait dû être, il ne trouva que l'espace vide. Il ressentit une pointe de déception. Peut-être n'apparaissait-elle que plus tard, quand l'affluence augmentait. Ou peut-être changeait-elle d'emplacement quotidiennement, cherchant les meilleurs endroits pour vendre ses produits. Il décida d'attendre un peu, observant le flux croissant de personnes qui passaient, indifférentes à sa présence. Après 15 minutes, il aborda un vendeur de journaux qui s'installait à proximité. « Bonjour, je cherche une dame qui vend des thés artisanaux. Madame Durand, elle se tient habituellement par ici. » L'homme l'examina avec curiosité. « Madame Durand? Elle arrive généralement vers 9 heures. Il y a des jours où elle ne vient pas, surtout quand il pleut. Mais si vous voulez la trouver... » Avec certitude, elle habite dans une résidence sur la rue Saint-Honoré, près de la station de métro. Tout le monde là-bas la connaît. François remercia l'homme et consulta sa montre. Il n'était que 7h30. Il devrait attendre plus longtemps que prévu. L'idée d'aller jusqu'à la maison de Madame Durand lui traversa l'esprit, mais il l'écarta immédiatement. Ce serait une invasion de sa vie privée, quelque chose de complètement inapproprié. Il décida de prendre un café dans une boulangerie, proche en attendant. L'établissement était plein, avec une clientèle diversifiée, allant des cadres pressés aux ouvriers du bâtiment. Il s'assit à une table dans un coin, commanda un expresso et observa le mouvement, se sentant étrangement anonyme au milieu de cette foule. À 9h15, il retourna à l'endroit où il avait rencontré Madame Durand. Cette fois, il l'aperçut de loin, montant son petit stand avec des mouvements lents mais précis. Elle portait une robe simple, en coton imprimé, et le même châle coloré qui couvrait partiellement le médaillon. Ses cheveux gris étaient attachés, en un chignon bas, et il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait une sérénité, contrastant avec le rythme frénétique de l'avenue. Il s'approcha, ressentant une hésitation inhabituelle. Dans son monde, c'était toujours lui qui était abordé, jamais l'inverse. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Madame Durand leva les yeux et sourit, comme si elle l'attendait déjà. « Bonjour, monsieur Mercier. Vous êtes revenu pour essayer un autre thé. » La familiarité avec laquelle elle le traitait, comme si son retour était quelque chose de parfaitement naturel et attendu, le déconcerta. « Comment saviez-vous que je reviendrais ?» Madame Durand haussa les épaules, arrangeant quelques sachets d'herbe sur la table. « Le thé parle à ceux qui sont disposés à écouter, et vous me sembliez être quelqu'un qui commençait à faire attention. » Il y avait quelque chose dans cette réponse qui l'irritait et le fascinait simultanément. C'était le genre de déclaration qu'il aurait normalement rejetée comme une superstition, ou au mieux comme une tentative calculée de créer un mystère. Commercial autour d'un produit ordinaire. Mais venant de Madame Durand, cela sonnait différemment. Il y avait une sincérité sans prétention dans ses paroles qui désarmait tout cynisme. « J'ai préparé votre thé hier soir, » dit François, observant attentivement la réaction de Madame Durand. En suivant vos instructions exactes, le visage de la dame s'illumina d'un intérêt authentique. Et comment était l'expérience? Différente, admit-il. La saveur m'a rappelé des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis longtemps. Ah, c'est le pouvoir de la mémoire. De Joséphine. Madame Durand sourit, continuant à organiser son petit stand. Il a le don d'éveiller des souvenirs qui dorment en nous. Certaines personnes pleurent en le buvant, d'autres rient. Cela dépend de ce qui est gardé là-dedans. Elle pointa doucement vers la poitrine de François. Un groupe de cadres passa rapidement, certains jetant des regards curieux à cette scène inhabituelle. Un homme manifestement puissant, dans son costume impeccable, conversant avec une vendeuse. Ambulante comme s'ils étaient de vieux amis. « Avez-vous le temps de discuter un peu ?» demanda François, surpris par sa propre audace. Dans son monde, le temps était de l'argent et les conversations sans objectif commercial clair étaient considérées comme un gaspillage. « J'ai tout le temps du monde », répondit Madame Durand, indiquant un petit banc pliant à côté de son stand. « Asseyez-vous, si l'humble trône ne vous dérange pas. » François hésita un moment,
regardant le banc qui semblait trop fragile pour supporter son poids. Finalement, il s'assit avec précaution, ajustant son costume pour éviter qu'il ne se froisse. « Vous avez mentionné hier que vous aviez eu une affaire plus importante, » commença-t-il, allant droit au but comme à son habitude. « Que s'est-il passé exactement ?» Madame Durand l'observa quelques instants, comme si elle évaluait jusqu'où elle devait partager son histoire. Finalement, tout en préparant un thé pour un client qui s'était arrêté, elle commença à parler. Ce n'était pas seulement qu'un stand plus grand, monsieur Mercier, c'était une boutique, l'une des premières maisons de thé artisanaux de Paris. Sa voix portait une fierté discrète. Elle se trouvait rue de Rivoli, pas très loin d'ici. Elle s'appelait Essence de France. Le nom provoqua un déclic dans la mémoire de François. Il avait déjà entendu parler de cet établissement, peut-être dans une conversation informelle sur les beaux jours du centre de Paris. Pendant 25 ans, cette boutique a été ma vie, continua Madame Durand, après avoir servi le client. J'ai commencé avec des connaissances que j'avais apportées de Provence, où je suis né. Ma famille avait le don de connaître les plantes, de savoir ce que chacune pouvait faire pour le corps et l'âme. Quand je suis venu à Paris dans les années 70, j'ai apporté ce savoir avec moi. « Et comment avez-vous réussi à ouvrir la boutique ?» demanda François, sincèrement intéressé. Il connaissait bien les défis de l'entrepreneuriat, même avec tous les privilèges qu'il avait eus. « Avec beaucoup de sueur et un peu de chance, » sourit Madame Durand. « J'ai travaillé comme femme de ménage pendant 10 ans, économisant chaque centime. Mon employeur, le docteur Maurice, était médecin et s'intéressait aux propriétés médicinales des plantes que je connaissais. Il m'a aidé à établir des contacts, m'a présenté à des personnes influentes qui appréciaient les produits naturels quand c'était encore considéré comme une chose de hippie. » François acquiesça, imaginant le Paris de cette époque, si différent de la métropole d'aujourd'hui. Peu à peu, j'ai construit une clientèle fidèle. Des gens qui venaient non seulement pour le thé, mais pour l'expérience, la conversation, les conseils qui accompagnaient la boisson. Madame Durand fit une pause, ses yeux fixés sur un point distant, comme si elle pouvait voir sa boutique d'origine à travers le temps. Dans les meilleures années, nous avions jusqu'à 10 employés. Nous fournissions des restaurants raffinés, des spas, même quelques célébrités. « Et que s'est-il passé ?» insista François, percevant qu'il y avait plus dans l'histoire qu'elle ne racontait. Le visage de Madame Durand s'assombrit légèrement. « La vie est arrivée, mon garçon. D'abord est venue la maladie de mon mari, Pierre. Un cancer qui a consumé non seulement sa santé, mais aussi nos économies. Même avec tout ce que je savais sur les plantes médicinales, je n'ai pas pu le sauver. » Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. « Après, quand il est parti, est venue la dépression. J'ai perdu l'enthousiasme pour gérer l'entreprise. Les employés ont commencé à profiter de mon absence. Il y a eu des détournements, des problèmes avec les fournisseurs. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais submergé de dettes. » François ressentit une empathie inattendue. Dans son domaine, il avait vu d'innombrables entreprises prometteuses disparaître pour des problèmes similaires. La mort d'un fondateur, la mauvaise gestion pendant une période de crise personnelle. « Et votre petit-fils, Nicolas, c'est ça. Il n'aurait pas pu vous aider. Nicolas avait seulement 17 ans quand tout cela s'est produit, » expliqua Madame Durand. « Il montrait déjà son talent en cuisine. Il rêvait déjà d'être chef. Le peu que j'ai pu sauver de la boutique, je l'ai investi en lui. J'ai payé un cours de gastronomie, acheté les premiers équipements. Ce fut la meilleure décision que j'ai prise. » Pendant que Madame Durand parlait, François remarqua comment ses mains, malgré l'âge, se déplaçaient avec élégance en organisant les petits pots d'herbe. Il y avait une technique là, une connaissance profonde qui venait de décennies de pratique. « Donc vous avez sacrifié votre entreprise pour le rêve de votre petit-fils », résuma François, incapable de cacher une note d'admiration dans sa voix. « Je ne vois pas cela comme un sacrifice, » répondit Madame Durand avec simplicité, « juste comme une continuation. Ce que je faisais avec les herbes, il le fait avec la nourriture. Nous transformons des éléments simples en expériences qui touchent les gens. La différence est qu'il a la chance d'aller beaucoup plus loin que je ne l'aurais jamais pu. » François pensa à son propre fils, Thomas. Quels étaient les rêves du garçon? Est-ce qu'un jour, lui, François, renoncerait à quelque chose d'important pour aider son fils à réaliser ses aspirations? La question le troubla profondément.
Et comment avez-vous fini par vendre du thé dans la rue demanda-t-il, essayant d'éloigner ses pensées inconfortables. Ah, c'est arrivé presque par accident. Madame Durand sourit, se servant un thé et en offrant un autre à François, qu'il accepta sans hésiter. Après avoir fermé la boutique, je suis resté un moment sans rien faire, vivant du loyer d'un petit appartement que j'avais réussi à garder. Mais je me sentais inutile, gaspillant le savoir que ma famille avait transmis depuis des générations. Un jour, j'ai pris quelques herbes que j'avais encore à la maison, préparé quelques mélanges, et je suis venu dans la rue, juste pour voir ce qui se passerait. Ses yeux brillèrent au souvenir. Et savez-vous ce qui est arrivé? Ce premier jour, une ancienne cliente de la boutique est passée devant moi, m'a reconnu et a presque pleuré de joie. Elle a dit qu'elle avait cherché mes thés partout depuis que la boutique avait fermé. Elle a acheté tout mon stock de ce jour-là et a répandu la nouvelle à ses amis que j'étais de retour. C'est ainsi que j'ai recommencé, à 70. 15. L'histoire toucha François d'une manière qu'il n'attendait pas. Il y avait quelque chose de profondément honnête et résilient dans ce récit, sans apitoiement sur soi-même, sans lamentation sur ce qui aurait pu être, juste une adaptation pragmatique aux circonstances et un refus d'abandonner ce qu'elle aimait faire. « Vous êtes une sacrée entrepreneuse, Madame Durand, » dit-il, avec sincérité. « Beaucoup des dirigeants que je connais n'auraient pas votre détermination. » Elle rit, un son léger et authentique qui semblait déplacé dans l'agitation des Champs-Élysées. « Je ne sais pas si je suis entrepreneuse. Je sais seulement que la vie est trop courte pour rester immobile quand on a quelque chose de bon à offrir au monde. » François but son thé en silence, absorbant ces paroles simples, mais profondément significatives. Soudain, il se souvint du médaillon et de la photo du petit-fils. Et Nicolas, comment se débrouille-t-il à Marseille? Le visage de Madame Durand s'illumina à nouveau. Mon petit-fils est le sous-chef d'un des restaurants les plus importants de la ville, les Saveurs de Méditerranée. Il travaille avec des ingrédients locaux, crée des plats qui racontent des histoires. Il se fait un nom, apparaît dans des magazines spécialisés. Elle prit le médaillon et l'ouvrit, montrant la photo à François. Cette photo date de son départ pour Marseille, il y a 5 ans. Il doit avoir changé maintenant. Les jeunes changent si vite. Il y avait un mélange de fierté et de mélancolie dans sa voix que François reconnut. C'était le même ton que sa propre mère utilisait quand elle parlait de ses réussites professionnelles, émerveillée par son succès, mais secrètement ressentant la distance que ce même succès avait créée entre eux. « Il doit beaucoup vous manquer. » commenta-t-il, surpris par sa propre sensibilité. « Tous les jours, » admit Madame Durand. « Mais je sais qu'il suit son chemin et cela me réconforte. Nous parlons au téléphone, il me raconte les plats qu'il crée, les nouveaux ingrédients qu'il découvre. Parfois, il envoie des photos. Ce n'est pas la même chose que de l'avoir près de moi, mais c'est un lien. » Un client s'approcha, interrompant la conversation. François observa avec fascination la transformation de Madame Durand, d'une dame partageant des souvenirs personnels à une experte confiante, expliquant les propriétés de différents mélanges, conseillant lequel serait le meilleur pour l'insomnie qui affligeait l'homme. Il y avait un savoir profond là, une expertise qui ne venait pas de diplômes ou de certifications, mais de décennies d'expérience pratique et de tradition familiale. Quand le client s'éloigna, satisfait de son achat, François prit une décision impulsive. « Madame Durand, j'ai une proposition à vous faire. » Elle le regarda avec un mélange de curiosité et de prudence. « Quel genre de proposition, monsieur Mercier? » « J'aimerais vous aider à reconstruire votre commerce. Pas seulement un stand plus grand, mais une boutique, un endroit où vous pourriez partager tout ce savoir de manière adéquate, avec la dignité que vous méritez. » Les mots sortirent, avant qu'il puisse les analyser complètement, poussé par une impulsion qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement. Madame Durand l'étudia pendant un long moment, son visage serein, révélant peu de ses pensées. « Et pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle finalement, sa voix calme mais incisive. « Qui gagneriez-vous en aidant une vieille vendeuse de thé ?» La question le prit au dépourvu. Dans son monde des affaires, personne ne questionnait les motivations, seulement les résultats et les retours sur investissement. Mais voilà Madame Durand, allant droit au point que lui-même n'avait pas complètement considéré. Pourquoi proposait-il cela? François sentit le poids du regard. De Madame Durand, ses yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Un instant,
Il songea à recourir aux réponses toutes faites qu'il utilisait dans les interviews. Parler de responsabilité sociale des entreprises, de soutien aux entrepreneurs locaux, de diversification des investissements. Mais quelque chose dans la présence de cette femme exigeait la vérité, une honnêteté qu'il pratiquait rarement. « Je ne sais pas exactement », admit-il finalement, surpris lui-même par cet aveu. « Peut-être parce que votre histoire m'a rappelé ma propre grand-mère. Peut-être parce que je vois une valeur dans ce que vous faites, une valeur qui va au-delà de l'argent. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. Ou peut-être parce que j'ai besoin de me prouver que je suis encore capable de construire quelque chose de réel. Quelque chose qui ne soit pas seulement des chiffres sur un tableur. Madame Durand hocha lentement la tête, comme si cette réponse, dans toute son incertitude, était exactement ce qu'elle s'attendait à entendre. « J'apprécie votre honnêteté, monsieur Mercier, et votre offre est généreuse, mais j'ai besoin de réfléchir. » Elle arrangea quelques sachets d'herbe avant de continuer. « Non pas que je ne veuille pas retrouver ma boutique, ce serait un rêve, mais la dernière fois que j'ai mêlé affaires et sentiments, j'ai tout perdu. Et à mon âge, je n'ai plus l'énergie pour tout recommencer une fois de plus. »« Je comprends votre inquiétude, » répondit François, son esprit d'homme d'affaires formulant déjà des solutions. « Nous pouvons établir des termes clairs, un contrat qui protège vos intérêts. Vous garderiez le contrôle total sur les aspects liés aux produits, à la qualité, aux fournisseurs. Je m'occuperai uniquement de la partie financière et administrative. » Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Madame Durand. « Vous ne me semblez pas être le genre d'homme qui se contente de uniquement quoi que ce soit, monsieur Mercier. » Cette observation, si précise et directe, arracha un rire sincère. À François, « Vous m'avez cerné. J'ai la réputation d'être autoritaire. Mais ce serait un arrangement différent. Je propose un partenariat, pas une acquisition. » « Et que se passerait-il si nous étions en désaccord sur l'orientation de l'entreprise ?» demanda Madame Durand, démontrant une perspicacité commerciale qui surprit François. « Si vous vouliez vous développer rapidement, ouvrir des franchises, créer une marque à vendre à une multinationale, tandis que je préférerais garder l'entreprise petite, personnelle, fidèle aux traditions. » La question révéla que, malgré son apparente simplicité, Madame Durand comprenait parfaitement les dynamiques du monde des affaires. Elle avait probablement fait face à des propositions similaires dans le passé lorsque sa boutique originale prospérait. « Dans ce cas, votre vision prévaudrait, » affirma François, surpris par sa propre réponse. « Dans n'importe quelle autre négociation, il n'aurait jamais cédé le contrôle stratégique. Ce serait votre entreprise, Madame Durand. Je ne serais qu'un soutien, un facilitateur. Mon objectif n'est pas de transformer vos thés en une marchandise mondiale, mais de vous aider à récupérer ce que vous avez perdu et peut-être à aller un peu plus loin. Et pourquoi devrais-je croire cela? La question ne sonnait pas comme un défi, mais comme une curiosité sincère. François réfléchit. Un moment. C'était une question légitime. Sa réputation sur le marché n'était pas celle de quelqu'un qui se contentait de rôles secondaires ou d'entreprises de niche. Parce que ce projet ne concernerait pas l'argent pour moi, dit-il finalement. Il s'agirait de rédemption, peut-être, d'honorer la mémoire de ma grand-mère qui avait aussi une petite entreprise et n'a jamais reçu le soutien qu'elle méritait, d'utiliser mes connaissances pour quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Madame Durand l'observa pendant un long moment, ses yeux évaluant non seulement ses paroles, mais aussi ce qui n'était pas dit. Finalement, elle acquiesça. « Faisons ceci, monsieur Mercier. Vous me donnerez 2 jours pour réfléchir à votre proposition. Entre-temps, je vous suggère de réfléchir également si c'est vraiment ce que vous voulez. 2 jours loin de ce rythme frénétique que vous vivez, buvant mon thé chaque soir, écoutant ce qu'il a à vous dire. » Elle sélectionna soigneusement 3 sachets différents de sa collection. Celui-ci est pour le matin, celui-ci pour l'après-midi et celui-ci pour le soir. Chacun a un message différent. Buvez-les aux heures indiquées, avec l'esprit ouvert, et dites-moi ensuite si votre proposition tient toujours. François prit les sachets, se sentant étrangement comme un étudiant recevant une tâche d'un professeur sage. C'était une situation complètement hors de sa zone de confort, lui le puissant homme d'affaires, acceptant des conditions d'une vendeuse ambulante. Et pourtant, il y avait quelque chose de libérateur dans ce moment. 2 jours, convint-il, mettant les sachets dans la poche intérieure de sa veste. On se retrouve ici même, à la même heure?
Oui, je vous attendrai, confirma Madame Durand. Et Monsieur Mercier, venez, avec le cœur ouvert. Le thé parlera plus fort si vous êtes disposé à écouter. Ils se séparèrent avec une poignée de main qui, cette fois, semblait sceller quelque chose de plus significatif qu'une simple rencontre fortuite. François s'éloigna, plongeant à nouveau dans le courant humain des Champs-Élysées, mais, se sentant différent, comme s'il portait un précieux secret dans sa poche. En arrivant à son bureau, il trouva Sophie visiblement inquiète. Son absence inattendue du matin avait causé un petit chaos. Des réunions reprogrammées à la hâte, des excuses improvisées pour des clients importants, des spéculations parmi les employés sur d'éventuels problèmes de santé. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle, le suivant jusqu'à son bureau. « J'étais inquiète quand vous avez annulé tous vos rendez-vous du matin. »« Je vais très bien, Sophie, » répondit-il, se sentant étrangement revigoré. « J'avais simplement besoin de régler une affaire personnelle urgente. » L'explication vague ne satisfit clairement pas l'assistante, habituée à connaître chaque détail de l'agenda de son patron, mais elle était trop professionnelle pour insister. « Monsieur Lefebvre a appelé 3 fois, » informa-t-elle, passant à « des sujets pratiques. Il semble très impatient de discuter de la proposition de fusion, et le maire a confirmé le déjeuner de demain. » François s'assit à son bureau, observant la pile de documents qui l'attendaient, les dizaines d'emails non lus sur son ordinateur, les messages accumulés sur son smartphone. C'était son monde, un monde de négociations, de décisions, de pouvoir. Un monde qui, jusqu'à 2 jours auparavant, était tout ce qu'il connaissait et valorisait. Concernant Lefebvre, dites-lui que j'ai besoin de plus de temps pour analyser la proposition. Quant au maire, il fit une pause, se souvenant des sachets de thé dans sa poche et de la promesse faite à Madame Durand. Maintenez le déjeuner, mais réorganisez mon agenda pour les 2 prochains jours. Je ne veux que les engagements essentiels, rien qui puisse être reporté ou délégué. Sophie le regarda avec une surprise évidente. En 15 ans, comme son assistante, elle ne l'avait jamais entendu demander une réduction de son agenda. Au contraire, François cherchait toujours à maximiser chaque minute de sa journée, empilant réunions et engagements comme si le temps était un adversaire à vaincre. « Problème de santé, monsieur », risqua-t-elle, sincèrement préoccupée. « Non, Sophie, je vais parfaitement bien. » Il sourit, un sourire différent de l'habituel, moins calculé. « Je réévalue simplement certaines priorités. » Ce soir-là, après une journée étonnamment tranquille selon ses standards, François prépara le thé du soir que Madame Durand lui avait donné. L'arôme était différent des autres, plus profond, avec des notes de camomille, de lavande et quelque chose d'indéfinissable qui rappelait du vieux bois. Suivant le rituel qui commençait déjà à devenir familier, il attendit les 5 minutes d'infusion en pensant à quelque chose de bien. Son esprit vagabonda vers un souvenir récent. Le visage de Thomas illuminé de joie quand, dans un rare moment de présence paternelle, François l'avait emmené naviguer à Saint-Tropez. Le garçon avait montré un courage surprenant sur le petit voilier affrontant les vagues avec détermination et enthousiasme. « Regarde, papa, je contrôle le bateau tout seul !» avait-il crié, son visage parsemé d'eau salée et de soleil. François se souvenait de la fierté qu'il avait ressentie à ce moment, une fierté différente de celle associée aux réussites professionnelles, plus pure, plus profonde. La première gorgée de thé apporta une sensation inattendue de calme. Assis sur sa terrasse, observant les lumières de Paris, François sentit un poids être lentement retiré de ses épaules. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, il se permettait simplement d'être, sans le besoin, constant de prouver sa valeur à travers des conquêtes et des acquisitions. Son téléphone vibra. C'était Camille, probablement voulant discuter des préparatifs pour un événement social. Se surprenant lui-même, François laissa l'appareil de côté sans vérifier le message. Le monde pouvait attendre une nuit. Le jour suivant, il suivit les conseils de Madame Durand et prépara le thé du matin avant de partir au bureau. Celui-ci avait un arôme plus vibrant, avec des notes d'agrumes et une touche de gingembre. Pendant qu'il buvait, observant le lever du soleil à travers la fenêtre de son appartement, une idée commença à se former dans son esprit. Pas seulement sur le partenariat potentiel avec Madame Durand, mais sur une possible réconciliation, avec des parties de lui-même qu'il avait abandonnées sur le chemin du succès. Au bureau, il surprit ses employés avec une approche plus détendue et attentive. Au lieu des ordres secs et des attentes impossibles, il se retrouva à réellement écouter ses équipes,
à considérer leurs idées, à les voir comme des personnes et non simplement comme des outils pour atteindre des résultats. « Monsieur, tout va bien ?» demanda Jean, son directeur financier, après une réunion où François avait accepté une suggestion qu'il aurait normalement rejetée sans y réfléchir à deux fois. « Pourquoi tout le monde me pose cette question ?» rit François. « Oui, Jean. Je vais parfaitement bien. Je vois simplement les choses d'une perspective différente. » L'après-midi, il prépara le 3e thé dans son propre bureau, utilisant une petite bouilloire électrique qui surprit Sophie quand elle entra avec quelques documents à signer. « Je ne savais pas que vous appréciiez le thé, » commenta-t-elle, observant le processus avec curiosité. « Je découvre de nouveaux goûts, » répondit François, souriant, en sentant l'arôme herbal qui se répandait dans la pièce. « Voulez-vous goûter ?» L'offre désinvolte de partager quelque chose de personnel était si inhabituelle que Sophie faillit laisser tomber les documents qu'elle tenait. En 15 ans, François ne lui avait jamais offert ne serait-ce qu'un café. « Oui, merci », répondit-elle encore stupéfaite. Pendant qu'ils buvaient le thé ensemble, François se surprit à discuter avec Sophie de sujets au-delà du travail, de ses 2 enfants adolescents, de son mari professeur d'université, de son rêve d'ouvrir un jour une petite pension sur la Côte d'Azur. C'était comme si, pour la première fois, il voyait la personne derrière l'assistante efficace qui gérait sa vie professionnelle depuis si longtemps. À la fin du 2e jour, après avoir tenu sa promesse de boire les 3 thés et réfléchi à ses décisions, François était certain. Il voulait aller de l'avant avec la proposition pour Madame Durand. Mais maintenant sa vision était différente, plus claire et, d'une certaine manière, plus humble. Il ne s'agissait pas seulement d'un investissement financier ou d'un projet de charité pour apaiser une culpabilité inconsciente. C'était une question de connexion, d'honorer ses propres racines, d'utiliser ses ressources et ses connaissances pour quelque chose qui transcendait la simple accumulation de richesses. Le matin du 3e jour, François se réveilla avant l'alarme, ressentant une anticipation qu'il n'avait pas éprouvée depuis ses premières grandes affaires. Il se prépara avec soin, optant pour un costume moins formel que d'habitude, quelque chose qui ne le démarquerait pas autant dans la foule des Champs-Élysées. Sur le chemin de sa rencontre avec Madame Durand, il fit quelque chose d'impulsif. Il s'arrêta chez un fleuriste et acheta un petit arrangement d'herbes aromatiques, lavande, romarin et basilic, croyant que ce serait un cadeau plus approprié pour elle que les fleurs traditionnelles. En arrivant au point habituel, il trouva Madame Durand déjà installée, servant un jeune couple qui semblait fasciné par ses explications sur les différents types de thé. François attendit patiemment, observant le naturel avec lequel elle transmettait son savoir, la façon dont ses yeux brillaient en parlant des propriétés de chaque herbe. Il y avait une passion authentique là, quelque chose qu'il voyait rarement, dans son propre monde des affaires, où l'enthousiasme était souvent une simple performance calculée pour impressionner les investisseurs ou motiver les employés. Quand le couple s'éloigna, satisfait de son achat, François s'approcha tendant le petit arrangement d'herbes. « Bonjour, Madame Durand. J'ai pensé que cela pourrait vous plaire. » Le visage de la vieille dame s'illumina d'un sourire chaleureux. « Quelle gentillesse, Monsieur Mercier, vous avez visé juste. » Elle accepta le cadeau, inspectant les herbes avec des yeux d'experte. Lavande pour apaiser l'esprit, romarin pour renforcer la mémoire, basilic pour attirer la prospérité. Une combinaison puissante. C'était instinctif, admit François. Cela semblait simplement juste. Les instincts parlent quand l'esprit se calme, répondit Madame Durand, plaçant soigneusement l'arrangement à côté de ses produits. Alors, avez-vous bu les thés comme je l'avais recommandé? Tous les 3, aux heures indiquées. Et comme vous l'avez suggéré, j'ai beaucoup réfléchi. Et que vous ont-ils dit? La question aurait pu sembler étrange pour n'importe qui d'autre, mais François comprit parfaitement ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas seulement de la saveur ou de l'arôme, mais de l'expérience complète, des réflexions que chaque infusion avait provoquées. « Ils m'ont rappelé qui j'étais avant de devenir qui je suis maintenant, » répondit-il, surpris, par la profondeur de sa propre révélation. « Ils m'ont fait penser à mon fils, à ma grand-mère, à des chemins non empruntés. » Madame Durand hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. « Et votre proposition tient-elle toujours ?» « Plus fermement que jamais, » confirma François,
mais avec quelques modifications dont j'aimerais discuter. Dans les 30 minutes qui suivirent, là même sur le trottoir des Champs-Élysées, l'homme d'affaires et la vendeuse ambulante discutèrent des termes d'un partenariat qui, pour tout observateur externe, semblerait improbable. François expliqua sa nouvelle vision. Non seulement rouvrir la boutique Essence de France, mais la transformer en un espace qui honorerait la tradition tout en embrassant les possibilités contemporaines. Un lieu qui servirait d'été, artisanaux mais qui pourrait également accueillir des ateliers sur les herbes médicinales, des conférences sur la durabilité, des événements célébrant la sagesse traditionnelle française. Nous pourrions créer un espace au 2e étage pour des cours et des démonstrations, suggéra-t-il, son esprit d'entrepreneur visualisant déjà les possibilités. Vous pourriez transmettre votre savoir à d'autres personnes, créer un héritage. Les yeux de Madame Durand brillèrent à cette idée. Comme une école de thé, j'ai toujours rêvé de quelque chose comme ça, mais je n'ai jamais eu les ressources ou les connaissances pour le mettre en œuvre. Exactement, et nous pouvons aller plus loin. Imaginez un programme d'apprentis, où des jeunes intéressés par la médecine naturelle, la gastronomie durable ou les traditions culturelles françaises pourraient apprendre directement auprès de vous. La conversation coulait naturellement, Madame Durand contribuant avec des idées basées sur sa vaste expérience et François offrant des solutions pratiques pour les concrétiser. C'était une dynamique différente de toute négociation qu'il avait menée, sans jeu de pouvoir, sans agenda caché, seulement 2 personnes unies par un objectif commun et par le respect mutuel. « Et votre petit-fils » demanda François, se souvenant de Nicolas. « Pourrait-il être intéressé à participer à ce projet d'une façon ou d'une autre ?» Le visage de Madame Durand s'illumina encore plus. Nicolas disait toujours qu'un jour il reviendrait à Paris et ouvrirait un restaurant qui utiliserait Mété dans ses créations. Ça a toujours été son rêve de combiner la gastronomie avec les traditions d'herbes de la famille. Alors nous devrions l'inclure dans cette conversation, suggéra François. Peut-être que l'espace pourrait accueillir non seulement la boutique de thé, mais aussi un petit café ou restaurant où il pourrait expérimenter cette fusion. L'idée semblait parfaite, une synergie entre générations, unissant le savoir traditionnel de Madame Durand, l'expertise culinaire de Nicolas et la vision entrepreneuriale de François. C'était le genre de concept qui, dans son monde des affaires, serait appelé disruptif ou innovant, mais qui là, sur ce trottoir animé, semblait simplement humain et naturel. « Je dois l'appeler », décida Madame Durand, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Il doit entendre parler de cela directement de moi. » « Bien sûr, » acquiesça François. « Pourquoi ne le ferions-nous pas maintenant? Vous pouvez utiliser mon téléphone si vous voulez. » Madame Durand hésita regardant son petit stand. « Mais mes clients, je ne peux pas simplement abandonner mon poste. »« Je m'en occupe, » offrit François, dans un geste qui aurait été impensable quelques jours auparavant. « Expliquez-moi. Les bases. Et je m'occuperai des clients pendant que vous parlez à votre petit-fils. » Et ainsi, dans l'une des scènes les plus surréalistes jamais vues sur les Champs-Élysées, François Mercier, le puissant PDG, l'homme dont le temps était disputé par des politiciens et des hommes d'affaires de tout le pays, se retrouva, derrière un petit stand de thé, servant des passants curieux, tandis que Madame Durand, assise sur le banc pliant, parlait avec animation au téléphone avec son petit-fils à Marseille. Au début, François se sentait complètement déplacé. Ses mains, habituées à signer des contrats millionnaires et à manipuler des appareils électroniques de dernière génération, semblaient maladroites en manipulant les petits sachets d'herbe. Sa voix, normalement ferme et autoritaire dans « les salles de réunion », sonnait étrangement hésitante en expliquant les propriétés des différents thés. « Celui-ci est bon pourquoi déjà ?» demanda une dame âgée, pointant vers un mélange de couleurs rougeâtres. François jeta un regard paniqué vers Madame Durand, qui interrompit brièvement sa conversation téléphonique pour chuchoter « hibiscus à la cannelle, circulation et pression artérielle. »« Ah oui, » se reprit François, se tournant vers la cliente. « C'est un mélange spécial d'hibiscus à la cannelle, excellent pour la circulation sanguine et pour aider à réguler la pression artérielle. C'est l'une des spécialités de la maison. » La dame parut satisfaite de l'explication et décida d'acheter 2 sachets. François effectua la vente avec une concentration qu'il réservait normalement aux analyses de fusion d'entreprises, comptant soigneusement la monnaie
et remerciant la cliente comme si elle était un investisseur crucial. Au fur et à mesure que les minutes passaient, cependant quelque chose de surprenant se produisit. François commença à se détendre, à ressentir un plaisir inattendu dans cette tâche simple. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir l'expression d'appréciation sur le visage des gens lorsqu'ils goûtaient le thé, à entendre leurs problèmes, insomnie, stress, douleurs articulaires, et à offrir un produit qui pourrait d'une certaine façon les soulager. Madame Durand, pendant ce temps, conversait avec animation avec Nicolas, expliquant la proposition insolite qu'elle avait reçue. François ne pouvait entendre que des bribes de la conversation. Un homme d'affaires sérieux, rouvrir la boutique, un espace pour toi aussi. Mais l'enthousiasme croissant dans sa voix était évident. Après presque une demi-heure, Madame Durand raccrocha, son visage rayonnant. Nicolas est enchanté par l'idée. Il a dit qu'il pourrait venir à Paris dans les prochaines semaines pour que nous puissions discuter en personne. Il envisageait déjà de revenir. Il dit que la ville lui manque, que je lui manque. Sa voix faiblit un peu sous l'émotion, et il semble que sa compagne soit enceinte. Je vais être arrière-grand-mère. La nouvelle amena des larmes aux yeux de Madame Durand, et François ressentit une émotion sincère en étant témoin de ce moment. C'était comme si, d'une certaine façon, il participait à quelque chose de bien plus grand qu'une simple affaire. Il aidait à reconnecter une famille, à construire un héritage qui transcenderait les bilans financiers et les rapports trimestriels. « C'est merveilleux, Madame Durand, » dit-il sincèrement heureux pour elle. « Nous avons encore plus de raisons de faire réussir ce projet maintenant. » Elle essuya ses larmes avec le coin de son châle et acquiesça. « Oui, nous en avons. Et je dois dire, Monsieur Mercier, que vous m'avez surprise, pas seulement par votre proposition, mais par ceci. » Elle fit un geste englobant le stand où François avait servi des clients pendant presque une demi-heure. « Je n'aurais jamais imaginé voir un homme comme vous vendre du thé dans la rue. » François rit, se sentant étrangement à l'aise dans cette situation. « Je vous avoue que moi non plus, mais c'était intéressant, différent de tout ce que j'ai fait auparavant. »« Et comment vous êtes-vous senti ?» La question était simple mais profonde. François réfléchit un moment avant de répondre. « Connecté, dit-il finalement. Ces dernières années, j'ai passé la plupart de mon temps à prendre des décisions qui affectent des centaines ou des milliers de personnes, mais je vois rarement l'impact direct de ces décisions. Ici, j'ai pu voir immédiatement le résultat de mon travail, dans le sourire d'une personne, dans le remerciement sincère d'une autre. C'est une échelle complètement différente, mais d'une certaine façon plus réelle. » Madame Durand sourit, comme si elle venait de confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Cela, mon garçon, c'est ce que j'appelle un but. C'est ce qui me maintient ici tous les jours, même quand il pleut, même quand mes articulations me font souffrir par temps froid. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Dieu sait que Nicolas m'envoie plus que ce dont j'ai besoin. C'est pour la connexion, pour le sens. » Les mots résonnèrent profondément en François. Le sens. C'était quelque chose qu'il avait perdu de vue à un moment de son ascension vers le pouvoir, remplacé par des objectifs toujours plus ambitieux, par des chiffres toujours plus importants sur son compte bancaire, par des acquisitions toujours plus impressionnantes. « Alors, dit Madame Durand tendant la main, « avons-nous un accord, Monsieur Mercier ?» François serra cette main calleuse par le temps et le travail, sentant qu'il scellait bien plus qu'un contrat commercial. Il confirmait un changement de direction dans sa propre vie. « Nous avons un accord, Madame Durand, et s'il vous plaît, appelez-moi François. » 3 mois plus tard, les Champs-Élysées resplendissaient sous le soleil d'un matin de décembre. Les décorations de Noël ornaient déjà les vitrines des boutiques, et l'agitation frénétique typique de la fin d'année s'emparait des trottoirs. À l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré, un bâtiment historique récemment rénové attirait l'attention des passants. Sa façade, préservant des éléments architecturaux d'origine mais avec des touches contemporaines, arborait une enseigne élégante, Essence de France, maison de thé en gastronomie. À l'intérieur, les derniers préparatifs pour l'inauguration officielle étaient en cours. L'espace du rez-de-chaussée avait été transformé en une boutique de thé sophistiquée mais accueillante. Des étagères en bois anciens exposaient des bocaux en verre contenant des dizaines de variétés d'herbes, de mélanges spéciaux et d'accessoires pour la préparation de la boisson. Au centre, un comptoir circulaire permettait des dégustations et des démonstrations.
L'étage supérieur abritait un petit restaurant avec vue sur l'avenue où les arômes d'épices françaises commençaient déjà à se mêler à l'odeur caractéristique des thés. Madame Durand se déplaçait dans l'espace avec une énergie surprenante pour ses 75 ans, ajustant la position de chaque article, vérifiant la température des infusions qui seraient servies aux invités, instruisant les jeunes employés, tous soigneusement sélectionnés parmi des communautés défavorisées de la ville et formés personnellement par elle au cours des dernières semaines. La lavande doit être plus à droite. Marie, elle ne s'entend pas bien avec la menthe. Les énergies sont en compétition, expliquait-elle patiemment à une jeune apprentie qui acquiesçait avec respect et curiosité. À l'étage, Nicolas Durand, 32 ans, dirigeait sa petite équipe dans la cuisine ouverte, visible des clients à travers une grande baie vitrée. Sa présence était magnétique. Grand, avec les mêmes yeux expressifs que sa grand-mère, mais avec la vigueur de la jeunesse et l'assurance de quelqu'un qui maîtrisait son métier. Il était revenu à Paris 2 mois auparavant, apportant avec lui non seulement son expertise culinaire développée à Marseille, mais aussi sa compagne, Laura, anthropologue et professeure d'université, maintenant dans son 6e mois de grossesse. Le secret est dans le temps, instruisait Nicolas à ses assistants, tout en préparant une sauce qui incorporait une infusion de mélisse et de gingembre. Respectez le temps de chaque ingrédient. Observez comment ils dialoguent entre eux, comment les essences se transforment avec la chaleur. Observant tout depuis un coin discret, François Mercier ressentait une satisfaction différente de toute autre qu'il avait éprouvée dans sa carrière. Ce projet, qui avait commencé comme une impulsion inexplicable après une rencontre fortuite, s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'un simple investissement. C'était, comme l'avait dit Madame Durand, un but. Les derniers mois avaient été intenses. Après ce premier accord informel sur le trottoir des Champs-Élysées, François avait mobilisé son équipe juridique pour structurer un partenariat qui protégerait les intérêts de Madame Durand tout en rendant l'entreprise viable. À la surprise de ses avocats, il avait insisté sur des termes extrêmement favorables à la vieille dame. Elle conserverait le contrôle majoritaire sur toutes les décisions liées aux produits et à la philosophie de l'établissement, tandis qu'il s'occuperait des aspects financiers et administratifs. Trouver le local parfait avait été un défi. François voulait quelque chose dans la même région où la boutique originale avait existé, mais les prix sur les Champs-Élysées étaient prohibitifs même pour quelqu'un avec ses ressources si l'objectif était de créer une entreprise durable à long terme. La solution était venue sous la forme d'un bâtiment historique que sa propre entreprise avait acquis des années auparavant avec l'intention de le démolir pour construire un immeuble commercial. Le projet avait été bloqué par le patrimoine historique et le bâtiment restait inutilisé. François avait décidé de l'adapter à la nouvelle entreprise, transformant ce qui était auparavant un problème dans son portefeuille immobilier en quelque chose de significatif. L'arrivée de Nicolas avait ajouté une nouvelle dimension au projet. Le jeune chef n'avait pas seulement apporté son talent culinaire, mais une vision qui complétait parfaitement celle de sa grand-mère, respect des traditions combiné à des techniques contemporaines et une compréhension profonde de la biodiversité française. L'idée originale d'un petit café avait évolué vers un restaurant conceptuel, où chaque plat incorporait les thés et herbes de Madame Durand de manière surprenante et innovante. « C'est presque l'heure », annonça Sophie, s'approchant de François. Son assistante, à la surprise de tous au bureau, avait demandé à s'impliquer directement dans le projet « Essence », comme il l'appelait en interne. Les premiers invités arrivent déjà. François acquiesça, ajustant discrètement sa cravate. Il avait opté pour une tenue formelle, mais sans excès. Il voulait honorer l'importance du moment sans éclipser ses partenaires. Ce n'était pas un jour consacré à François Mercier, l'homme d'affaires, mais à la renaissance d'un rêve de Madame Durand, et au début d'un nouveau chapitre pour Nicolas. Les invités commencèrent à arriver. Un mélange soigneusement planifié d'influenceurs, de journalistes spécialisés en gastronomie et bien-être, d'anciens clients de la boutique originale que Madame Durand avait tenu à localiser et inviter personnellement, et de représentants de communautés productrices d'herbes médicinales de diverses régions de France, qui seraient fournisseurs de l'entreprise. Nerveux, demanda Madame Durand, s'approchant de François avec ce sourire serein qui lui était maintenant si familier. Un peu, admit-il,
surpris par sa propre sincérité. « C'est différent de tout ce que j'ai fait. Différents sont les chemins, mais le cœur qui les parcourt est le même, » répondit-elle, ajustant affectueusement le revers de sa veste. « Vous êtes prêt, mon garçon. » Ces mots simples, ce geste maternel, touchèrent François profondément. Ces derniers mois, Madame Durand était devenue bien plus qu'une partenaire d'affaires. Elle était une mentor, une amie et, d'une certaine façon, un lien avec sa propre grand-mère, avec les racines qu'il avait laissées derrière lui dans son ascension vers le pouvoir. Nicolas les rejoignit, apportant un plateau avec de petites tasses en porcelaine. « Le premier toast est le nôtre, avant que la folie ne commence », expliqua-t-il, distribuant les tasses. « Un mélange spécial que j'ai créé pour aujourd'hui. Il contient un peu de chacun de nous. » François accepta la tasse, observant le liquide ambré aux reflets dorés. L'arôme était complexe, des notes de camomille et de mélisse qu'il reconnaissait des thés de Madame Durand, mais avec des touches d'épices méditerranéennes que Nicolas avait introduites. « Un autre partenariat ?» proposa Nicolas, levant sa tasse. « Et aux chemins inattendus que la vie nous présente. Aux connexions qui transcendent les affaires, » ajouta François, sentant l'émotion dans sa propre voix. « Et à la famille, » compléta Madame Durand, ses yeux brillants, tandis qu'elle regardait de son petit-fils à François. Celle dans laquelle nous naissons et celle que nous choisissons au cours de la vie. Les trois sirotèrent leur thé en silence, partageant un moment de communion avant que les portes ne s'ouvrent officiellement au public. Pour François, la saveur était une révélation, douce sans être sucrée, complexe sans être confuse, réconfortante et stimulante en même temps. C'était, réalisa-t-il, un reflet parfait du voyage qu'ils avaient partagé jusqu'ici. L'inauguration fut un succès au-delà des attentes. Les journalistes spécialisés en gastronomie furent enchantés par les créations innovantes de Nicolas. Des plats comme le canard avec réduction d'hibiscus et orange et le dessert, mousse au chocolat avec infusion de chai français, reçurent des éloges enthousiastes. Les influenceurs du secteur du bien-être se disputaient l'espace pour photographier l'ambiance élégante de la boutique et l'impressionnante variété de thés artisanaux. Mais le véritable cœur de l'événement étaient les démonstrations de Madame Durand qui captivaient de petits groupes avec des histoires sur l'origine de chaque herbe, des techniques traditionnelles de cueillette et de préparation, et des connaissances transmises de génération en génération. Dans un moment particulièrement touchant, une dame âgée s'approcha de Madame Durand, les larmes aux yeux. « Vous ne devez pas vous souvenir de moi, dit-elle, mais j'étais une cliente assidue de votre boutique originale. Vos thés m'ont aidé pendant une période très difficile de ma vie, quand j'ai perdu mon mari. Je vous ai cherché pendant des années après la fermeture de la boutique. » Madame Durand embrassa la femme avec affection. « Bien sûr que je me souviens, Madame Renoir. Le mélange de mélisse et camomille pour aider dans le deuil, n'est-ce pas? Certaines connexions ne se perdent jamais. » François, observant discrètement la scène, ressentit une émotion qu'il ne pouvait pas nommer complètement. C'était quelque chose au-delà de la fierté pour le succès de l'entreprise, au-delà de la satisfaction d'un bon investissement. C'était la sensation de faire partie de quelque chose d'authentique, quelque chose qui touchait des vies réelles de manière significative. En fin d'après-midi, alors que l'événement formel était terminé, mais que la boutique restait pleine de clients enthousiastes, François reçut un appel inattendu. C'était Thomas, son fils, maintenant âgé de 11 ans. « Papa, j'ai vu les photos de l'inauguration que Camille a postées. Cet endroit a l'air incroyable. Quand est-ce que tu m'y emmènes? Je veux goûter cette glace au thé vert qui apparaît sur les photos. » L'enthousiasme sincère dans la voix du garçon toucha François profondément. Ces dernières semaines, absorbé par le projet Essence, il avait fait un effort conscient pour être plus présent dans la vie de son fils, le cherchant occasionnellement à l'école, assistant à un match de football, simplement discutant de sa journée pendant le dîner. De petits gestes qui, à sa surprise, avaient de commencer à transformer leur relation. « Que dirais-tu de demain ?» proposa François. « Je peux venir te chercher à l'école et nous irons directement là-bas. Et ce n'est pas seulement de la glace au thé vert. Nicolas a créé un chocolat chaud aux épices que tu vas adorer. »« C'est parfait !» La joie dans la voix de Thomas était palpable. « Je peux amener Pierre aussi. Je lui ai parlé de la boutique et il est super curieux. »« Bien sûr !» répondit François, souriant en réalisant qu'il aurait trouvé cette demande importune seulement quelques mois auparavant.
Plus on est, mieux c'est. En raccrochant, il remarqua Madame Durand qui l'observait avec ce regard pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences. « Votre garçon » demanda-t-elle s'approchant. « Oui, » confirma François, « il viendra découvrir la boutique demain avec un ami. »« Parfait » approuva Madame Durand. « J'ai un mélange spécial pour les jeunes de son âge. Il stimule la concentration sans les rendre trop agités. Et Nicolas prépare un menu spécial pour les enfants et adolescents avec des saveurs qui plaisent au palais jeune mais introduisent de nouveaux éléments peu à peu. » François sourit, imaginant Thomas goûtant les thés de Madame Durand, peut-être développant la même appréciation que lui-même avait cultivée ces derniers mois. C'était une forme de connexion qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Partager non seulement du temps ou des ressources avec son fils, mais des expériences, des découvertes, peut-être même des valeurs. « Vous savez, Madame Durand, commenta-t-il alors qu'ils observaient ensemble l'animation de la boutique. Quand nous nous sommes rencontrés, je pensais vous offrir de l'aide, que je serais le mentor, le facilitateur, mais la vérité est que j'ai reçu beaucoup plus que je n'ai donné dans ce partenariat. » La vieille dame sourit, ce sourire sage qui semblait porter des siècles de connaissances. « La vie est ainsi, mon garçon. Quand nous croyons donner, nous recevons. Quand nous pensons enseigner, nous apprenons. C'est un cycle, comme les saisons qui déterminent quand chaque herbe doit être cueillie. » Nicolas s'approcha, apportant une petite tasse de thé pour sa grand-mère. « C'est l'heure de votre thé de l'après-midi, mamie. Ne pensez pas que parce que c'est un jour de fête, vous pouvez sauter votre routine. » Madame Durand accepta la tasse avec un sourire affectueux. « Mon petit-fils pense que je suis une vieille fragile qui a besoin d'être soignée. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je sais. » rétorqua Nicolas avec bonne humeur. « Si cela ne tenait qu'à vous, vous travailleriez jusqu'à tomber d'épuisement. » François observa l'interaction entre la grand-mère et le petit-fils, avec une pointe de bonne envie. Cette intimité, cette attention mutuelle, cette histoire partagée était quelque chose de précieux. Il pensa à sa propre grand-mère Marguerite, à comment aurait été sa vie s'il avait maintenu cette connexion vivante, s'il avait valorisé ce lien autant qu'il valorisait ses objectifs professionnels. Mais il n'était pas trop tard pour créer de nouveaux liens, pour renforcer ceux qui existaient encore. Thomas, son ex-femme Caroline, même Camille, dont il s'éloignait émotionnellement ces dernières années, tous méritaient un François plus présent, plus connecté, plus humain. « À quoi pensez-vous » demanda Madame Durand, remarquant son silence contemplatif. « Aux connexions, » répondit-il honnêtement, « à comment elles se perdent et comment elles peuvent être récupérées, à comment une rencontre fortuite peut changer la direction d'une vie entière. » Madame Durand acquiesça, comprenant parfaitement. « Rien n'est par hasard, mon garçon. Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, quand vous vous êtes arrêté à mon stand, le thé savait déjà ce dont nous avions besoin avant même que nous le sachions. » La déclaration aurait pu sembler trop mystique pour le François, dit Libitsois à quelques mois, mais maintenant il se contenta de sourire, acceptant la sagesse contenue dans ces mots simples. Peut-être était-ce vrai. Peut-être existait-il des forces subtiles guidant nos chemins, créant des rencontres significatives, offrant des opportunités de transformation à ceux qui étaient disposés à les voir. Regardant autour de lui, vers la boutique vibrante qu'il avait aidé à créer, vers Madame Durand savourant son thé avec une expression sereine, vers Nicolas dirigeant son équipe avec passion et compétence, François ressentit une certitude profonde. Sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre inattendue. Et cela, réalisa-t-il avec gratitude, était le cadeau le plus précieux qu'il aurait